Le monde retient son souffle. Un Premier ministre caribéen présente des excuses formelles à l'Afrique et promet une réparation concrète. 600 millions de dollars, annoncés comme un fonds sans condition, redessine dessine le vocabulaire de la dignité, de la justice et de la responsabilité partagée. Pourquoi ce moment? Pourquoi maintenant? Parce qu'un dirigeant burkinabé, Ibrahim Traoré, a imposé l'idée que la souveraineté ne se marchande pas et que le silence n'est plus une option. Dans l'onde de ce discours, une passerelle Afrique-Caraïbes s'esquisse, moins de mise en scène, plus d'actes mesurables et la promesse d'un avenir écrit par ceux qui l'habitent. Ce jour-là, la scène n'était pas celle d'un simple protocole diplomatique. Elle ressemblait à un tournant où les mots, chargés de dette morale, tentaient de réparer des siècles d'oubli. Le Premier ministre jamaïcain n'a pas parlé d'aide, mais de justice, promettant que chaque dollar serait un symbole de rééquilibrage, pas de charité. Cette promesse de 600 millions de dollars, étalée sur 5 ans, place désormais le Burkina Faso au centre d'un récit global de rédemption et de respect. Et derrière la somme, une question s'impose. Et si cette réparation n'était que le début d'une révolution silencieuse du Sud? Pour la première fois depuis longtemps, un pays non africain reconnaît ouvertement sa complicité dans un système qui a appauvri le continent. Le discours jamaïcain, salué à Ouagadougou, scruté à Bruxelles et critiqué à Washington, a transformé un acte symbolique en test moral pour la planète. Ce jour-là, l'histoire a cessé d'être un monument, elle est redevenue un mouvement. En moins de 10 minutes, le discours jamaïcain a renversé 40 ans de rhétorique postcoloniale. Deux chiffres, 600 millions de dollars et 5 ans, ont suffi pour transformer une excuse en manifeste politique. Car au-delà du geste, c'est tout un système d'alliances et de dépendance qui a vacillé. La Jamaïque, petite île des Caraïbes, venait de tendre la main à un Burkina Faso jusque-là isolé, sanctionné, marginalisé. Depuis 2022, le pays d'Ibrahim Traoré subit pression économique, campagne de désinformation et gel partiel de l'aide internationale. Mais sous son commandement, la rhétorique de résistance s'est muée en stratégie d'autonomie, production agricole relocalisée, infrastructures reconstruites avec des partenaires non occidentaux, et un discours panafricaniste assumé. Ce que la plupart des observateurs appelaient provocation s'est révélé être une ligne politique cohérente. Refuser la tutelle financière pour redéfinir la souveraineté. C'est ce message que la Jamaïque a reconnu, non pas une défiance, mais une lucidité. La scène de Kingston n'était donc pas un hasard. Elle résumait une décennie d'accumulation de frustrations, de débats sur les réparations et d'initiatives sud-sud souvent ignorées. Pour la première fois, un État caribéen reconnaissait publiquement sa complicité dans l'ordre économique mondial qui avait appauvri l'Afrique. Et derrière les applaudissements, une vérité froide s'imposait. Si une petite nation ose rompre le silence, que feront les puissances qui se disent progressistes, besties? Ainsi, la révélation du jour n'était pas la somme, mais la fracture morale qu'elle exposait. L'ère où l'on demandait pardon sans rien donner touche à sa fin. Le Burkina Faso, longtemps relégué au pied de la pyramide diplomatique, devient symbole de rééquilibrage global, un test grandeur nature pour la cohérence du monde. Derrière cette scène, un visage a capté la tension et l'espoir. Ibrahim Traoré, silencieux mais attentif, debout au centre d'une salle où l'histoire semblait se réécrire. Son regard n'était pas celui d'un homme surpris, mais d'un stratège conscient du poids symbolique de chaque mot. Depuis son arrivée au pouvoir, il a compris que la bataille lors du Burkina Faso ne se jouait pas seulement sur les champs du Sahel, mais dans les esprits, dans la manière dont le monde choisit de nommer le courage et la souveraineté. Et ce jour-là, Kingston lui a offert un miroir inattendu, un écho venu d'un autre continent, d'un peuple qui reconnaissait enfin que la dignité africaine n'était pas négociable. Les premières réactions furent immédiates. Dans les rues d'Ouagadougou, les radios locales diffusaient des extraits du discours jamaïcain. Sur les réseaux sociaux, des milliers de jeunes publiaient le même mot-clé: justice historique. Pour eux, cette alliance ne relevait pas de la diplomatie abstraite, mais d'une réparation intime, générationnelle. Des économistes africains saluèrent une rupture narrative. L'Afrique cessait d'être un objet d'aide
pour redevenir un sujet moral du XXIe siècle. Et dans cette nouvelle grammaire, le nom d'Ibrahim Traoré ne désignait plus un militaire mais un déclencheur, celui qui avait forcé le monde à écouter sans hausser la voix. Le symbole devenait contagieux. D'un acte de contrition naissait un axe d'inspiration. L'histoire, pour une fois, n'attendait plus. Tout a commencé plusieurs mois avant l'apologie publique, lorsque le gouvernement burkinabé, dirigé par Ibrahim Traoré, annonça qu'il rompait tout accord de coopération militaire avec la France. La communauté internationale parla d'un repli dangereux. Mais dans les coulisses, un autre scénario se dessinait, le rapprochement discret entre Ouagadougou et plusieurs nations du Sud, dont la Jamaïque. Des diplomates caribéens avaient été visiter le Burkina Faso à la fin de 2023 sous couvert de discussions culturelles. En réalité, il s'agissait d'une reconnaissance politique lente, mûrie dans l'ombre des chancelleries. L'événement déclencheur eut lieu en février 2024. Une réunion confidentielle à Addis Abeba, où des représentants africains et caribéens évoquèrent la création d'un fonds de réparation intercontinental. C'est là que le nom de Traoré réapparut, cité non comme figure de défiance, mais comme symbole d'autonomie assumée. 3 mois plus tard, à Kingston, la Jamaïque prit la décision historique d'officialiser ce partenariat moral. Le discours que le monde allait entendre n'était donc pas improvisé. Il avait été préparé, pesé, calibré pour porter un choc diplomatique calculé. Lorsque les caméras s'allumèrent ce matin-là, la salle était tendue. Les premières phrases du Premier ministre jamaïcain furent simples. Aujourd'hui n'est pas un jour pour la politique, mais pour le courage. Puis vinrent les mots-clés. Les mots-clés. Reconnaissance, dignité, réparation et le montant 600 millions de dollars. À Ouagadougou, la nouvelle tomba comme une onde de chaleur. Les chaînes nationales interrompirent leur programme. La foule afflua sur les places publiques. Places publiques. Certains pleuraient, d'autres riaient, d'autres encore restaient immobiles, comme si un poids invisible venait d'être levé. Les réactions internationales furent immédiates. À Paris, silence gêné. À Washington, prudence calculée. À Dakar et Port-au-Prince, fascination. Les analystes parlaient d'un tournant afro-caribéen dans la diplomatie du Sud, et pourtant, au cœur de cette effervescence, Ibrahim Traoré demeurait mesuré. Il se contenta d'une phrase. « Nous accueillons cette décision avec gratitude et lucidité. » Lucidité, parce qu'il savait que ce geste, aussi fort soit-il, risquait de déclencher des contre-mouvements. Gratitude, parce qu'il venait d'obtenir ce qu'aucun leader africain n'avait encore osé exiger, la reconnaissance matérielle d'un tort historique. La suite prit la forme d'un raz-de-marée médiatique. En 24 heures, Ziggy Le discours jamaïcain fut traduit en 12 langues. Des journaux titrèrent « L'Afrique obtient enfin réparation », d'autres ironisèrent « un nez 600 millions pour apaiser la conscience du monde ». Mais l'onde la plus puissante ne vint pas des éditoriaux, elle jaillit des peuples. Sur les réseaux sociaux, des jeunes d'Afrique et des Caraïbes s'échangèrent un même message. « Nous ne sommes plus seuls ». Ce fut la naissance d'un axe symbolique, fragile mais réel, entre deux continents séparés par l'océan et réunis par la mémoire. Un fil rouge que ni les sceptiques ni les puissances ne pouvaient plus ignorer. Jusqu'ici, l'aide publique jamaïcaine vers l'Afrique n'avait jamais dépassé 8 millions de dollars cumulés sur 20 ans. Désormais, elle passe à 600 millions sur 5 ans, soit une augmentation de plus de 7400%. Un changement d'échelle sans précédent dans l'histoire des relations Sud-Sud. Chaque tranche annuelle de 120 millions sera versée directement au trésor burkinabé, sans clause de supervision, un détail que les observateurs jugent révolutionnaire. Ce basculement s'explique par 3 leviers. D'abord, la conversion d'une partie de la dette extérieure jamaïcaine en obligation de réparation. Ensuite, la création d'un conseil bilatéral de développement réparateur, composé à part égale de représentants burkinabés et jamaïcains. Enfin, la mise en place d'un mécanisme d'évaluation trimestrielle, non pas par des institutions financières occidentales, mais par des universités régionales. D'après les premières estimations publiées à Kingston, 45% des fonds seront orientés vers les infrastructures
Rural, routes secondaires, électrification, adduction d'eau. Environ 30% iront à la santé et à l'éducation, avec un objectif explicite, la construction de 10 nouveaux hôpitaux et de 30 écoles polyvalentes d'ici 2030. Les 25% restants seront destinés à la relance industrielle, notamment à la filière coton et à la transformation locale du manganèse, une ambition que Ibrahim Traoré avait déjà évoquée dans ses discours économiques. Ce schéma, simple dans sa conception, bouleverse la logique traditionnelle des aides conditionnées. Les experts en économie du développement notent qu'aucun programme comparable n'a été lancé sans conditionnalité politique depuis les années 1970. L'Université de Lagos a publié un rapport intitulé « Repenser les réparations ». Selon ses projections, si le modèle jamaïcain est reproduit par seulement 5 États caribéens, le continent africain pourrait recevoir plus de 3 milliards de dollars d'ici 10 ans sous forme de fonds souverains de réparation. Ce n'est donc pas seulement une question de chiffres, mais d'architecture économique. Le Burkina Faso n'est plus l'objet d'un flux d'aide. Il devient le pivot d'un réseau financier sud-sud autonome. Et cette mutation, mesurable et vérifiable, fait d'Ibrahim Traoré l'un des artisans d'un paradigme inédit où la dignité a enfin une traduction budgétaire. Le changement se lit déjà dans les bilans. La Banque centrale burkinabé a enregistré une hausse de 12,4% de ses réserves au second trimestre 2025, soit la plus forte progression depuis 2016. Derrière ces décimales, c'est une idée simple qui s'impose. L'indépendance ne se proclame pas, elle se chiffre. Les critiques n'ont pas tardé à émerger. Certains économistes occidentaux y voient une initiative populiste, un geste spectaculaire mais sans fondement structurel. Ils avancent que la Jamaïque, avec un PIB inférieur à 30 milliards de dollars, ne peut soutenir un tel engagement sans fragiliser ses propres équilibres macroéconomiques. D'autres, plus cyniques, accusent Ibrahim Traoré d'instrumentaliser la rhétorique panafricaniste pour masquer les difficultés internes du Burkina Faso. Face à ces objections, les défenseurs du projet répondent point par point. Premièrement, le financement repose sur la réaffectation de dettes historiques et non sur un prélèvement budgétaire. Deuxièmement, le partenariat n'impose ni contrepartie ni tutelle, rompant avec la logique d'aide conditionnée qui a souvent reproduit la dépendance. Troisièmement, l'impact symbolique, cette reconnaissance d'égal à égal entre deux nations anciennement colonisées, dépasse de loin la simple arithmétique économique. Les sceptiques objectent encore. Et si ce modèle échoue, et si l'argent se perd dans la corruption? Mais le contre-argument est simple, le risque zéro n'existe pas, tandis que le statu quo garantit l'injustice. De plus, la transparence du fonds, audité par des institutions régionales indépendantes, place le projet sous un regard public inédit. Le débat révèle alors deux visions du monde. La première, frileuse, voit la réparation comme un coût. La seconde, audacieuse, y voit un investissement moral et géopolitique. C'est dans cette seconde logique que s'inscrit Traoré. Il ne cherche pas la charité mais la cohérence, celle d'un Sud global capable d'autorégulation. Et à travers ce prisme, la Jamaïque n'achète pas sa rédemption, elle signe un traité d'estime réciproque. Dans les amphithéâtres de Nairobi, de Dakar ou de Port-au-Prince, des étudiants prennent déjà le nom d'Ibrahim Traoré comme un cas d'école, la preuve qu'une posture morale peut parfois devenir un levier stratégique. Un mot a suffi pour changer le ton, justice. Dès qu'il fut prononcé à Kingston, les applaudissements cessèrent, comme si l'assistance réalisait soudain que cette fois, le Sud ne réclamait plus mais exigeait. Le Premier ministre jamaïcain ne cherchait ni pardon ni approbation, il inscrivait son pays dans une lignée d'actes réparateurs concrets. Et c'est là que le regard d'Ibrahim Traoré s'est durci. Il comprenait que ce discours dépassait le symbole, qu'il annonçait une mutation du rapport de force mondial. Dans les heures suivantes, les chancelleries occidentales envoyèrent des communiqués prudents, parlant de dialogue inclusif, mais en Afrique, on y vit autre chose, une brèche dans le monopole moral du Nord. La révélation du milieu n'était donc pas l'argent, mais l'idée qu'un État pouvait demander pardon à un autre sans autorisation d'aucune puissance. Cette autonomie du geste, rare et subversive,
fit basculer la conversation internationale vers un territoire inattendu, celui de la responsabilité partagée. À cet instant, le Burkina Faso ne subissait plus l'histoire, il la réécrivait. Les effets du discours jamaïcain ne se sont pas fait attendre. En moins d'un mois, 4 dynamiques majeures se sont enclenchées, touchant aussi bien les nations que les citoyens. Au niveau national, la réception des premiers fonds a permis de relancer 3 grands chantiers, la route Kupela-Fada, la centrale solaire de Zignaré et un programme pilote d'irrigation dans la région du centre-est. Ces projets, longtemps suspendus faute de financement, ont été réactivés sans l'appui d'aucune banque multilatérale. Le ministère burkinabé du Développement parle déjà d'une réduction prévue de 11% des importations alimentaires d'ici 2026. Cette reprise d'activité a aussi consolidé la légitimité d'Ibrahim Traoré, qui, dans ses allocutions, rappelle que chaque mètre de route construit sans condition est un pas vers la souveraineté. Au niveau diplomatique, dans les capitales africaines, le geste jamaïcain a fait école. Le Ghana, la Barbade et Trinité et Tobago ont ouvert des discussions préliminaires sur des mécanismes similaires de réparation symbolique. L'Union africaine a inscrit le sujet à l'ordre du jour de son prochain sommet. À l'ONU, plusieurs délégations du Sud ont évoqué la doctrine Traoré, une diplomatie fondée sur la dignité plutôt que la dette. Au niveau des relations Nord-Sud, en Europe, la réaction fut ambivalente. Des voix progressistes ont salué un précédent utile, mais d'autres y ont vu un glissement idéologique vers l'anti-occidentalisme. Les institutions financières, elles, observent avec méfiance ce fonds hors de leur circuit. Cependant, des analystes londoniens admettent en privé que ce modèle pourrait ouvrir la voie à un nouveau type de partenariat bilatéral transparent, sans intermédiaire ni agenda caché. Au niveau culturel et communautaire, la portée émotionnelle fut immense. Dans les universités africaines et caribéennes, des conférences conjointes sur la mémoire réparée se sont multipliées. Des artistes ont dédié des œuvres à ce rapprochement, des cinéastes ont commencé à documenter cette alliance inédite. À Kingston, un parc a été rebaptisé Place du Burkina Faso, tandis qu'à Ouagadougou, une avenue portera bientôt le nom de Jamaïque libre. La société civile, des deux côtés de l'Atlantique, parle d'une renaissance noire mondiale, un écho contemporain du panafricanisme que Ibrahim Traoré a su rallumer. Les chiffres changent, les symboles demeurent, l'Afrique ne tend plus la main, elle la serre. Les prochains mois s'annoncent décisifs. Les analystes identifient 3 trajectoires possibles pour l'alliance Burkina Faso-Jamaïque, 3 futurs que le monde observe avec un mélange de curiosité et de prudence. Dans un scénario de base, celui d'une consolidation contrôlée, les transferts de fonds suivent leur calendrier sans heurts. Les premiers chantiers atteignent un taux d'avancement de 40% d'ici mi-2026. Le conseil bilatéral fonctionne, les audits sont publiés et l'impact social devient visible. Écoles, hôpitaux, infrastructures rurales. Ce scénario suppose que Ibrahim Traoré maintienne une ligne d'équilibre, fermeté politique, mais ouverture pragmatique vis-à-vis des partenaires régionaux. Le modèle burkinabé servirait alors de matrice à d'autres États du Sahel. Dans un scénario optimiste, celui d'un effet domino. Si d'autres nations caribéennes et africaines emboîtent le pas, un axe sud-sud structuré pourrait émerger. Une banque des réparations transatlantiques verrait le jour, pilotée conjointement depuis Accra et Kingston. Les investissements se multiplieraient, la coopération universitaire et culturelle suivrait, et la perception mondiale du panafricanisme serait métamorphosée. Ce scénario transformerait Ibrahim Traoré en référence morale internationale, non pour sa puissance militaire, mais pour sa cohérence intellectuelle et politique. Dans un scénario pessimiste, celui d'un retour du gel, les puissances tant financières occidentales pourraient juger cette dynamique trop déstabilisatrice et exercer des pressions. Blocage bancaire, restrictions logistiques, campagne de dénigrement, autant d'outils déjà observés dans le passé. Si la transparence du fonds venait à être compromise ou si les tensions internes s'aggravaient, la coopération risquerait de s'essouffler. Ce scénario mettrait à l'épreuve la résilience institutionnelle du Burkina Faso et sa capacité à défendre seule une idée devenue universelle.
Si la Jamaïque et le Burkina Faso parviennent à prouver qu'une réparation peut être équitable et efficace, alors la géopolitique du Sud changera durablement de vocabulaire, car la justice, une fois chiffrée et assumée, ne se retire plus. Pour les peuples, cette alliance n'est pas une théorie diplomatique, c'est une émotion tangible. À Ouagadougou, des mères racontent que leurs enfants apprennent désormais à l'école que la dignité se bâtit. À Kingston, des étudiants caribéens disent avoir découvert un héros africain contemporain, Ibrahim Traoré. Cette reconnaissance croisée nourrit un sentiment nouveau, celui d'appartenir à une même mémoire réparée. Les sociétés civiles jouent ici un rôle clé. Elles traduisent la satire, l'accord en actions concrètes, campagnes d'éducation historique, programmes d'échange, festivals panafricains. Les médias indépendants, eux, multiplient les documentaires qui tissent les parallèles entre les luttes des esclaves caribéens et celles des résistants sahéliens. Ces récits se rejoignent, les symboles s'alignent. Tambour, drapeau, mot d'ordre. Le lien ne passe plus seulement par les chancelleries, mais par les consciences. Sur le plan individuel, la portée est tout aussi forte. Des jeunes entrepreneurs burkinabés voient dans cette ouverture une opportunité d'exporter leur savoir-faire. Des artistes jamaïcains y trouvent une scène fraternelle. Les frontières cessent d'être des barrières, elles deviennent des ponts. Et dans ce grand mouvement de résonance, une conviction s'impose. La souveraineté n'est pas un privilège d'État, c'est une responsabilité partagée. Chacun à son échelle participe à ce basculement de regard. Des nations qui s'excusent aux peuples qui se réparent. C'est peut-être là, au cœur de cette émotion collective, que la révolution silencieuse d'Ibrahim Traoré trouve son souffle dans la dignité rendue contagieuse. Le pacte symbolique entre la Jamaïque et le Burkina Faso ne vaut que s'il se transforme en méthode durable. 5 étapes concrètes s'en dégagent, pensées non comme des promesses, mais comme des instruments de continuité. La première étape consiste à inscrire la réparation dans le droit. Un projet de loi conjoint doit reconnaître le principe de dette morale intercontinentale et l'intégrer aux constitutions des deux pays. La deuxième étape vise à institutionnaliser la transparence. Le Conseil bilatéral publiera tous les 3 mois un rapport accessible au public, détaillant l'usage du fonds jusqu'au dernier dollar. La troisième étape porte sur l'éducation par la mémoire. Les ministères de la Culture et de l'Éducation lanceront un programme commun intitulé « Histoire partagée », où les manuels scolaires des deux nations évoqueront les luttes parallèles contre la domination coloniale. La quatrième étape encourage la création d'un réseau d'innovation sud-sud. Des start-up burkinabés et jamaïcaines recevront des bourses conjointes pour des projets agricoles, énergétiques et numériques. Le but ? Montrer que la réparation ne se limite pas au passé, mais investit l'avenir. La cinquième étape ambitionne de porter cette dynamique à l'international. Une coalition d'États volontaires. Un État volontaire, Afrique, Caraïbes, Amérique latine, pourrait présenter une charte mondiale des réparations équitables à l'ONU d'ici 2027. Dans chacune de ces étapes, le nom d'Ibrahim Traoré circule comme une boussole morale, celle d'un leader qui a transformé la colère en cap et la mémoire en outil politique. Ainsi se dessine une route où l'histoire cesse d'être un poids pour devenir un moteur. La scène revient souvent dans les esprits, deux drapeaux, l'un caribéen, l'autre sahélien, se croisant sous le même vent. C'est là que l'on mesure la portée humaine de cette histoire. Au-delà des chiffres et des discours, le geste jamaïcain a redonné chair à une idée que beaucoup croyaient morte, la solidarité entre peuples libres. Dans un monde saturé de cynisme, Ibrahim Traoré a rappelé qu'un simple acte de cohérence peut déplacer les lignes plus sûrement qu'une armée. Son nom, désormais, ne se prononce plus seulement dans les forums africains, mais dans les écoles de Kingston, dans les débats des jeunes, dans les chants des poètes. Le militaire est devenu symbole, et le symbole, mouvement. Lorsque les caméras se sont éteintes ce jour-là, il ne restait qu'un silence, pas celui du doute, mais celui d'un commencement. Car l'histoire s'arme parfois par le bas avant de crier fort. Et dans ce murmure, une phrase s'est gravée, la dignité n'attend plus. Lorsque les applaudissements se sont dissipés à Kingston, une idée est restée suspendue dans l'air.
Et si ce n'était qu'un commencement? Le geste jamaïcain n'est pas seulement une main tendue, mais une invitation à repenser notre rôle collectif dans la réparation du monde. Chaque citoyen, chaque pays du Sud, chaque esprit libre peut prolonger ce mouvement, en parlant, en partageant, en refusant le silence. Les chaînes se brisent une fois, mais la dignité se reconstruit chaque jour. Ibrahim Traoré, lui, n'a pas cherché la gloire, il a ouvert une voie où la mémoire devient outil, où la fierté se conjugue au futur. Et peut-être que c'est à nous, maintenant, d'en écrire les prochains chapitres, sur nos écrans, dans nos écoles, dans nos consciences. Parce qu'aucun océan n'est trop vaste pour ceux qui rament dans le même sens. Alors la question demeure, voulons-nous que cette histoire s'arrête ici, ou qu'elle devienne la nôtre ?